Flore Vasseur, réalisatrice, écrivain, journaliste. Je vous demande de l'applaudir. Et Flore sera aussi accompagnée par deux petits princes, Gabriel et Neil. Venez avec nous. Le 11 septembre 2001, elle est sur le toit de la 26e rue à New York. Suffisamment près pour voir et suffisamment loin pour s'en sortir. Elle est pétrifiée, elle a peur. Elle n'a pas de famille, elle n'a pas d'amis à New York. Elle travaille beaucoup. Elle court tous les jours, elle compte ses calories. Elle se fait vernir les ongles par des Coréennes sans papier. C'est la belle vie, elle voulait être riche, mais elle est malheureuse. Elle est dans le vent, un peu comme les feuilles mortes. Cette femme perdue au cœur du capitalisme néolibéral, c'est Flore Vasseur. Et 18 ans plus tard, elle est devant vous pour témoigner. Je vous demande de l'accueillir encore une fois. Flore Vasseur, vous avez quitté New York, vous avez quitté votre boulot. On dit même que vous avez quitté votre mec. Vous avez quitté votre univers, vous avez tout quitté et vous avez décidé d'écrire, de filmer, de parler, de débattre. Et aujourd'hui, vous êtes dans quel état? Est-ce que vous avez peur pour notre monde? Est-ce que vous avez honte de ce qu'on en a fait? Est-ce que vous êtes en colère? Comment une executive woman qui vient de New York devient aujourd'hui une lanceuse d'alerte? Ça sera ma première question. Comment vous êtes devenue cette lanceuse d'alerte? Bonjour à tous. Je ne m'attendais pas du tout à cette entrée en matière. Je suis assez perturbée, pardon. Ce qui prouve qu'on n'a rien préparé. C'est spontané. Non, mais bon, on s'expliquera un petit peu. Bref. Je vais morfler. Donc comment vous avez quitté ce monde de la finance? Non, alors d'abord, il y a une petite erreur, si je peux me permettre. J'ai jamais travaillé dans la finance. Je ne sais pas poser une équation du second degré. Mais ça, quelqu'un l'a dit un jour, du coup... On le reprend. Voilà. Vous avez travaillé à New York, en tout cas. Oui, voilà. Donc, mais c'est pas très important, ça. Ce qui est important, c'est que, effectivement, moi, j'ai un parcours de bonne petite du capitalisme mondial. J'ai fait des très bonnes études. À 24 ans, je crée mon entreprise à New York. Je suis dans les clous parfaits de tout ce que la société dit qu'il faut faire à des jeunes. Et puis, j'assiste à cet événement. Et effectivement, ma réaction... Je continue d'essayer de la comprendre, en fait. J'ai peur, effectivement, le 11 septembre, mais surtout, j'ai un terrible sentiment de honte qui, en fait, ne m'a jamais quittée. Et depuis 18 ans, donc presque une vie entière, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai eu honte et d'où vient cette honte. Et du coup, je me mets sur une espèce de route, de chemin, où j'interroge, je me mets à douter là où j'ai jamais douté, je me mets à questionner là où j'ai jamais posé de questions. J'ai fait tout ce qu'on m'avait dit de faire en exécutant le code, voire en étant plus meilleur que lui. Et en fait, je me déconstruis, je me reconstruis. Ce qui me sauve, c'est l'écriture. Et je tire un fil, qui est celui-là, de mes questions. Et du coup, je rebondis depuis 18 ans, au gré de mes rencontres et aussi de mes apprentissages. Et donc, je ne sais pas si je suis devenue une lanceuse d'alerte, parce que je ne déterre pas des secrets... mais c'est vrai que j'enquête beaucoup. Vous avez quand même révélé beaucoup de choses. On voit beaucoup de... Entre autres, lorsque vous avez parlé de Aaron Swartz, c'est vous qui l'avez fait connaître. Alors peut-être que vous ne connaissez pas Aaron Swartz. Aaron Swartz, c'est un jeune prodige. C'est celui qui a inventé le flux RSS. C'est celui qui a inventé les premiers forums. Il fait partie de cette nouvelle économie numérique. Et il est allé jusqu'au suicide parce qu'il voulait rendre le savoir accessible à tous. Il pensait que tout ce qu'on apprend, ça disparaît. Donc il faut sans arrêt former les gens. Et justement, on a deux jeunes qui sont avec nous, de l'âge d'Aaron Swartz quand il s'est suicidé. Et Neil, tu voulais poser une première question à Flore. Alors, Flore ne connaît pas la question, là je vous assure que c'est vrai. Bonjour. Vous ne pouvez pas faire pire que ce qui s'est passé tout à l'heure. Allez-y. Personnellement, je voudrais juste revenir sur votre parcours scolaire. Donc, vous avez parlé de voie élitiste. Donc, est-ce que vous pensez que les écoles ont conditionné votre parcours, celui que vous avez cherché à, entre guillemets, fuir après avoir réalisé les problématiques du 11 septembre et autres? Est-ce que les écoles formatent pour rentrer dans ce monde de New York?
J'avais compris. Ouais. Ouais. En fait, pardon, ça va bien se passer. Je t'avais dit. Virginie, Alors, tu voulais de l'énergie, ça va là ou pas? On est au bon niveau. Alors le donc, formatage non, des les écoles écoles. m'ont pas vraiment formatée parce que j'ai eu de la chance, j'ai fait Sciences Po en province et après je suis rentrée par une voie par la fenêtre à HEC. Et je dois le dire, pardon, mais j'ai rien appris à HEC, si ce n'est qu'il faut savoir tenir l'alcool et faire des associations. Mais par contre, non, mais je veux pas cracher dessus parce que je suis très très contente de l'avoir fait. Parce que ça m'a donné la vérité, c'est que ça m'a donné un filet de sécurité pour après faire toutes les choses que j'avais envie de faire. Donc je ne veux pas être méprisante, c'est utile, c'est hyper utile. Par contre, c'est pas moi qui le dis, effectivement, les écoles ont été inventées pour faire des gentils, bons petits citoyens et des bons ouvriers et des bons exécutants. Donc il y a ça, mais il y a aussi la société dans laquelle on est rentré. Moi, quand je dis j'ai surperformé, c'était pas nécessairement l'école, c'était ce que la société disait. Moi, je suis une enfant des années 70. Bon, bah voilà, mes parents ont vécu la folie des 30 Glorieuses. Moi, je suis née en même temps que le premier choc pétrolier, mais c'était quand même toujours la fête, quoi. Et c'était les années. J'ai eu 6 ans au moment où on a complètement libéralisé l'économie. C'est ces moments-là qui m'ont fascinée d'ailleurs, je fais un lapsus parce que mon travail porte là-dessus, mais qui m'ont façonnée en fait. Vous savez, c'est ces slogans, parce que tu le vaux bien, enjoy, tout ça. Ça date de la même époque, c'est inventé entre 74 et 79. C'est ça qui nous façonne aujourd'hui. C'est pas que l'école, c'est aussi mais non, la société. voilà, c'est ce que je veux dire. Les écoles sont aussi des produits de leur temps. Donc c'est vraiment... je suis l'enfant d'une époque comme chacun, et c'est celle-là que j'interroge en fait. Dans votre travail, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de jeunes. Aaron Schwartz, on en a parlé. Il y a aussi votre nouveau projet qui est en train de voir le jour, qui est Bigger Than Us, qui est le portrait de 7 enfants. Là, on sent que vous arrivez à quelque chose le message est là. Alors, on va en parler ensemble, mais juste avant, si la régie pouvait nous envoyer un petit extrait de 2 minutes, et vous allez voir ce projet assez extraordinaire. C'est 7 enfants dans le monde qui changent le monde autour d'eux. C'est un documentaire qui a été produit par Marion Cotillard. Ça dure 2 minutes. Regardez, ça sera notre pause. Bigger Than Us. Il y a Melati, Martinez, Memory. Est-ce que vous pourriez nous dire, déjà la première chose, c'est bluffant, ces images sont magnifiques, on sent qu'il y a de l'émotion, mais comment vous avez choisi ces 7 enfants et pourquoi eux? Parce que en fait, tout mon travail vise à essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la fin d'un système et l'émergence d'un autre. Et en fait, j'ai interrogé effectivement beaucoup de lanceurs d'alerte, etc. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je parlais, j'ai même interviewé Snowden,
quand j'en parlais aux adultes autour de moi, les gens résistaient à ce qui était à l'image et disaient mais moi tu sais je suis pas Snowden. Donc tous les messages de que transmettre, que changer, comment changer, ils se heurtaient à une résistance interne. Et un jour, je suis tombée sur cette jeune fille activiste, Melati. J'ai fait un documentaire sur elle. Je pensais m'en sortir avec juste un documentaire. Et en fait, je suis tombée complètement amoureuse de cette énergie qui est en train de se manifester partout et qui est cette jeunesse. Nous, ils ont entre 18 et 25 ans. Ils sont, vous l'avez vu, dans 80% des cas, pas du tout en Europe. Et la question, et ce qu'ils font, c'est vraiment qu'ils sauvent des vies, ils changent la donne, ils éduquent les autres, ils s'aident, ils s'aiment, ils font du lien, etc. Et donc, mon point, c'était de dire, voilà, si des enfants le font, je vois pas pourquoi vous, les adultes, vous serez pas capables de le faire. Donc, j'espère bien que ce coup-là, je vais réussir à montrer quelque chose. La façon dont je les ai trouvés, j'ai une petite casquette de journaliste. Donc là, j'ai lancé une très, très grande enquête. En fait, ça fait partie du film et qui était vraiment de chercher un espèce de casting pour être sûr que les personnes qu'on allait trouver étaient sur des sujets qui engageaient la vie, la mort. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps moi, je pense qu'on n'a plus le temps de s'occuper de choses annexes. Qui faisaient des choses concrètes, parce que c'est le tribunal de l'image. Quand vous faites un documentaire, vous avez besoin de prouver des choses. 3, qui étaient sincères. Je me suis bien gardée d'aller essayer de traiter des projets qui étaient téléguidés par des parents ou qui ne visaient qu'à essayer de rentrer dans telle ou telle école. Donc tout ça, ça fait un filtre, c'est une enquête. Et puis il y en a 7, mais je pourrais passer ma vie à faire que ça, et j'espère bien d'ailleurs que ça sera. 2 petites questions. Une question annexe. Est-ce qu'il y a un petit coup de cœur sur les 7 ? Il y en a un qui vous a tous... Ils sont tous magnifiques. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils vivent dans différents coins du monde. Ils ne se connaissent absolument pas. Ils sont sur des sujets tous différents. Donc, vous les avez vus, la sécurité alimentaire, le changement climatique, l'aide aux réfugiés, etc. Et ils disent tous la même chose. Donc, non, mon coup de cœur, c'est pour l'énergie qu'ils représentent, la joie, la volonté d'être dans la vie et la volonté le constat extrêmement lucide que tout est entre leurs mains parce que on en est là, en fait. Et c'est quoi la vie de ce documentaire maintenant ? Il va faire le tour du monde, vous allez le présenter Non, mais déjà, là, vous avez vu des images qui sont des espèces de ce qu'on fait des best-of de tournage. Donc, on n'a pas attaqué le montage. On vient juste de terminer le tournage qui a eu lieu dans 7 ou 8 pays pendant 6 mois. Et maintenant, on attaque le montage. Si tout va bien, on sera prêt en avril. Et si tout va bien, on sortira en septembre. La productrice du film, on est obligé d'en parler, c'est Marion Cotillard. Déjà, comment vous l'avez convaincue ? Pourquoi elle a accepté ? Et c'est quoi l'intérêt pour vous d'aller la chercher dans un projet comme celui-ci ? Marion, on s'est rencontrés dans un séminaire de retraite spirituelle. Et l'information est publique, donc il n'y a pas de problème. Et en fait, on a tout de suite cliqué, je ne sais pas bien pourquoi. Et je lui ai tout de suite parlé de ce projet. Et elle a adoré. Et en fait, moi, j'avais pas du tout envie qu'elle soit à l'écran. Elle va pas faire la voix du commentaire. Elle va pas, voilà, tout ce truc de Star System m'intéresse pas du tout. Et elle non plus. Je crois qu'elle a beaucoup mieux à faire. Donc, ce que je lui ai dit, c'est aujourd'hui, t'es la meilleure actrice du monde. T'as toute la lumière sur toi. Prends-la et mets-la sur des choses qui sont importantes pour toi. Et c'est son rôle dans le film. Donc elle est productrice. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile quand vous allez voir des distributeurs ou telle la chaîne de cinéma qui, comme toute industrie, est assez frileuse. Puis moi, j'ai pas vraiment un parcours de gentille. Enfin, si, mais je vais dire, voilà. Je peux faire un petit peu peur. Donc Marion, ça rassure tout le monde. Elle nous a mis à disposition, ou plutôt elle a convaincu des techniciens que j'aurais jamais pu avoir de travailler avec moi. Moi, c'est mon premier film de cinéma, donc voilà, je suis une toute petite. Donc elle a été une caution, elle est une aide morale. Et puis elle amène son regard de maman. C'est là où on se retrouve beaucoup, elle et moi. Et je pense que ce film, enfin, je veux pas parler pour elle, mais hyper important pour elle d'un point de vue tout à fait personnel, en fait. Dans ce film, on voit plein de solutions, mais avant d'avoir proposé ces solutions, vous avez pendant longtemps dénoncé, et entre autres, Internet. C'était un combat que vous avez mené lorsque vous avez écrit la biographie de Aaron Swartz, ce fameux génie dont je parlais tout à l'heure, qui est allé jusqu'au suicide, poussé au suicide, puisqu'il voulait rendre Internet libre, il voulait rendre libre accès à la connaissance, au savoir. Alors, ce qui est incroyable, quand on lit votre livre, on se rend compte que même Barack Obama ne l'a pas soutenu. Lui aussi a contribué à
sa perte. À ce sujet, Gabriel était intéressé sur cette idée d'Internet, c'est-à-dire qu'Internet est né gratuitement, libre. Et voilà, Gabriel, tu avais une question à poser sur ce sujet. Oui, je voulais y revenir parce que justement, vous avez dit que vous étiez né dans une génération dans laquelle vous avez pu voir les balbutiements et l'évolution du web, le web qui se voulait libre à l'époque, qui de plus en plus se referme avec que ce soit les multinationales qui l'utilisent ou même les États, le contrôle des États. Vous avez pu interroger Edward Snowden, vous avez pu interroger aussi Larry, ouais, c'est ça, Larry Lessig, donc qui lui est un fervent défenseur du web libre. Ma question, c'est comment vous voyez la gouvernance du web de demain, comment vous pouvez à la limite envisager ou comment vous aimeriez que ce soit le web demain finalement? Alors la question c'est comment je le vois arriver ou comment j'aimerais que ça soit, parce que radicalement différent. Choisissez. Non, le scénario est totalement dystopique. Enfin voilà, je pense que comme beaucoup de choses, Internet qui était né comme un bien commun en fait, a été préempté par les intérêts privés et par les gouvernements. Parce qu'il y a une logique derrière de rendement évident, et aujourd'hui ça s'appelle l'économie de l'attention, donc bon bref, tout ça vous connaissez. Oui, je regrette vraiment que le projet initial, qui était et c'est pour ça que j'ai passé 4 ans sur ce livre, le projet initial était qu'Internet devait nous aider à parachever quelque chose que Teilhard de Chardin avait prophétisé, qui était le point oméga. Un jour, il y aura une technologie qui permettra à l'humanité de se rejoindre dans un espèce de cortex mondialisé et d'atteindre le point oméga qui donnera à l'humanité, qui donnera à l'univers conscience de lui-même. Ça, c'est Teilhard de Chardin. On n'est pas chez les anarcho-punks, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, il y a quand même du lourd et du philosophique, etc. Et en fait, pour tous les gens qui ont contribué à la création du web, parce que l'Internet est militaire, c'est autre chose, mais le web, il y avait ce rêve-là. Alors, ils n'avaient pas nécessairement lu Teilhard de Chardin, mais il y avait cette idée de monde totalement distribué, de connaissances totalement distribuées, qui, en fait, bénéficierait au peuple, en fait, à nous, les individus, parce qu'il y aurait plus de partage de la connaissance, parce qu'il y aurait plus liberté dans les propos, parce que la conversation deviendrait proprement mondiale, etc., etc. Eh bien, on voit bien que ça n'a pas bien marché, parce que très très vite, des gens ont mis des autoroutes à péage, on a rendu ce qui était gratuit payant, et puis bien sûr, voilà, Edward Snowden a révélé combien tous ces outils de soi-disant partage de facilitation de la communication étaient utilisés contre nous comme pour de la surveillance. Donc, Vous croyez aussi, c'est Chomsky qui disait dans la manipulation des masses, la dernière phase à laquelle l'État pourra contrôler le peuple, c'est quand il connaîtra mieux le peuple que le peuple se connaît lui-même. Est-ce qu'aujourd'hui Internet n'est pas devenu ce fameux outil qui permet aux dirigeants de mieux connaître, mieux nous connaître nous-mêmes? Regardez, la Chine vient d'imposer la reconnaissance faciale sur tous les téléphones pour plus d'1 milliard de personnes. Ah ouais. Ce qui me désole le plus, c'est pas nécessairement que les gouvernements ou les entreprises aient cette envie-là. Je veux dire, elles sont dans leur rôle, c'est à ça qu'elles servent, enfin, ou peu importe, mais je veux dire, elles suivent finalement leur ligne de conduite. Ce qui me désole, c'est que les gens s'en fichent complètement, en fait. Ce qui me désole, c'est que personne, quand Edward Snowden a fait ce qu'il a fait, il y a eu peu de monde pour le défendre. Qu'on n'arrive pas à mettre en lien ce qui se passe sur l'Internet ou le web et ce qui se passe dans la société. On n'arrive pas à comprendre combien on est en train de perdre en termes de liberté au nom de notre pseudo-confort, de la praticité d'avoir un espèce d'outil qui vous dit où aller, quand aller, à quelle séance, etc. Et en fait, voilà, je pense que ces trucs-là tapent exactement là où on est vulnérable. On est vulnérable parce que nos identités sont devenues hyper faibles. C'est un travail de sape et ou une évolution de société, j'en sais rien, je ne me positionnerai pas. Mais du coup, on est très manipulable par ce genre de technologie hyper séductrice dans lequel on va croire qu'on existe, dans lequel on va croire qu'on est reconnu, dans lequel on va croire qu'on a du pouvoir, alors qu'en fait, on est en train de tout donner, de tout perdre. Et c'est encore une fois, ce qui me désole le plus, c'est le consentement. Vous parliez de Chomsky, mais c'est le parachèvement de la fabrique de consentement, en fait. C'est nous qui acceptons. Dans votre livre sur Schwartz, vous dites la défaite de la pensée est rentable. C'est ça? Oui, parce que en fait, ces outils sont faits pour que vous restiez le plus longtemps possible sur des choses qui vous agressent. Plus c'est haineux, plus c'est outrancier. Plus c'est excitant, plus vous restez. Ça ne monopolise pas la partie la plus sympathique de votre cerveau. On est en train de perdre des fonctionnalités cognitives monstrueuses.
Donc ça, c'est le constat. Mais maintenant, il faut quand même rebondir et puis se nourrir de l'énergie des jeunes qu'on a vus. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Déjà, je vous conseille de lire un livre qui n'est pas du tout de moi, qui est extraordinaire, qui s'appelle Les Furtifs d'Alain Damasio. Voilà, je l'aurais placé. C'est vraiment, vraiment bien si vous voulez comprendre toutes les implications potentielles de toute cette logique de surveillance et de rendement à tout prix de tous nos instants. Votre question, c'était... Alors, je vais pouvoir répéter ma question. Du coup, maintenant qu'on a fait ce constat, qui est un peu sévère, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on se rencontre, comme là. Moi, je suis une grande... fan de ces moments où on crée du lien. Alors, on a beaucoup parlé de ça, je pense, aujourd'hui, mais il n'y a rien de mieux que le lien physique, d'être dans une même unité de temps, d'espace. Je pense que cette époque nous appelle dans ce qu'on a de plus profond en nous, c'est notre humanité, en fait. Il y a la question, c'est est-ce que, métaphoriquement ou pas, on devient des robots et où on est dicté par un algorithme ou par la peur, c'est à peu près la même chose en fait, elle tape sur la même chose, ou est-ce qu'on a une capacité de choix et est-ce qu'on la défend ? Est-ce qu'on est capable de regarder la beauté ? Est-ce qu'on est capable d'aller la chercher chez les autres ? Est-ce qu'on est capable de se battre pour une idée ? Voilà, je pense qu'on est à la croisée des chemins et on en est là. Et en fait, il y a deux camps, c'est pas très compliqué, quoi. Et si on pouvait voir quelque chose de positif, en fait, ce chaos qui a été créé par ce monde néolibéral dont vous parlez, nous oblige à nous reposer toutes ces questions-là. Est-ce qu'on ne les avait pas oubliées ? Mais je pense que moi, je suis, entre guillemets, et pourtant, je vais passer 6 mois dans les bidonvilles, avoir vraiment des populations dans un état de grand délitement, en fait, de grande détresse. Je suis optimiste parce que je me dis qu'enfin, on a la possibilité... Enfin, si on ne se réveille pas maintenant, alors vraiment, je ne comprendrais pas, quoi. Mais il y a vraiment tout là. Tout est sur la table aujourd'hui. Vraiment, tout est sur la table pour que nous, individuellement, on soit capable de se dire, mais moi, je suis qui ? Je fais quoi ? Je pense quoi ? Et qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? Et je ne dis pas que ça va changer la face du monde. Je ne dis pas que demain matin, on va arrêter le changement climatique, la corruption, etc., etc. Mais je dis juste qu'on a là une occasion incroyable d'être hyper vivant. Je suis heureuse que vous ayez vu ces images de ce film parce que, en fait, je suis allée voir des inconnus qui ne comprenaient pas pourquoi une équipe venait une semaine passer du temps avec eux. Et qu'est-ce que j'ai trouvé de magnifique chez eux ? C'est leur profond attachement à la vie. Je vous demanderai qu'une chose, c'est où est le vôtre ? Écoutez, félicitations, on peut déjà vous applaudir parce que c'est un très beau message qui remue. Je voulais vous demander concrètement, lorsque vous avez ce discours devant des chefs d'entreprise, là vous avez devant vous des décideurs, des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs, comment ils entendent ce discours et comment vous arrivez à leur transmettre ça ? Est-ce que... Moi je suis traitée de complotiste et d'anarchiste depuis des années, donc vous savez... Mais ça va, enfin, merci de m'inviter et merci de me laisser la parole. J'espère juste qu'une part de vous... bien cachés sous les trésors de protection que voilà, des années d'habitude et de confort ont mis, vous permettent juste, j'espère juste créer une toute petite brèche de doute pour que la personne qui passera après moi avec un discours similaire, vous lui laissez un peu plus de place. C'est pas moi, je m'en fiche. C'est cette énergie, c'est le message en fait qui compte. Voilà. Et si on rebondit sur les entreprises, à vous entendre, le système politique en lui-même semble un petit peu, j'allais dire, corrompu, pourri, on va le dire. Est-ce que ce n'est pas les entreprises ? Ce ne sont pas les entreprises qui peuvent sauver ce monde par leurs pratiques, par les relations entre les salariés, par les relations entre les dirigeants et les salariés ? Moi, je pense que tout est bon, il faut tout essayer. Hein. Voilà, je pense vraiment... Je pense que s'il y avait une solution miracle, on l'aurait déjà trouvée, vraiment. Donc il n'y en a pas. Je pense qu'il n'y a pas non plus de solution simple. Donc c'est complètement débile de dire l'inverse. Je pense qu'il n'y a pas de solution à court terme non plus. Par contre, que tout compte et tout est dans les petits pas et tout est dans le tout de suite maintenant. Il faut tout essayer. Enfin, je veux dire, ça peut être drôle aussi d'essayer de changer les règles. Ça peut être drôle aussi. Quelles règles, par exemple ? Soyons concrets. Bah, à quoi vous alors, pensez ? très clairement, alors voilà, la primauté des intérêts de l'actionnaire sur le reste, c'est déjà un truc qu'il faudrait plus que ça existe, quoi. Enfin, je veux dire, pardon, je sais que je suis pas du tout en terrain ami, mais ça nous met dans des, enfin voilà, les dommages collatéraux de cette idée sont juste
énorme. Donc effectivement, enfin, ce matin, je sais qu'on en a parlé, la prise en compte de tout le reste et des coûts externes de toute décision économique ou politique, c'est quelque chose qui devrait être absolument obligatoire. Et je ne suis pas une ayatollah, c'est juste que voilà, vous êtes à Lyon, la ville la plus polluée de France. Pardon. Après Grenoble, non? Peut-être. Ou Saint-Étienne doit être plus pollué quand même. C'est quand même toujours dans la même région, quoi. Non, mais voilà, on peut se dire. Enfin, c'est vrai qu'en ce moment, on commence à me réinviter dans ces cercles-là. Et alors, on me disait, oui, mais vous savez, il y a un capitalisme plus humain, etc. Faites comme vous voulez, mais tant que la règle, tant que la priorité de la société et du monde politique, y compris, c'est les intérêts privés, on s'en sortira pas. Donc tout à l'heure, ce matin, quelqu'un a parlé, la personne qui venait de cette communauté... Des Indiens. Voilà, mais j'ai oublié la tribu, parlait des intérêts communs. Ben voilà, moi je pense que si on commence à mettre le bien commun, ou si vous voulez, parce que bien, ça va peut-être... Mais intérêt commun, on garde la moitié, quoi. Intérêt commun au top de décision de tout le monde... Ah bah je pense que mais je comprends que c'est facile à dire et que c'est un saut quantique dans l'absolu inconnu, que vous n'êtes pas évalué pour ça, et vous allez tous me dire ah oui mais moi mes investisseurs ne veulent pas ça, et je le sais, j'ai fait HEC, j'ai été élevée à ces trucs-là, je sais bien, mais le problème le verre est dans le fruit, quoi. Ce n'est pas les humains qui posent problème, c'est la façon dont ils considèrent le succès, en fait. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir comme petite note d'espoir que je vois dans différents... C'est un espoir, mais il y a la petite, c'est Melati, c'est celle qui est à Bali, là, qu'on voit dans votre film. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans son combat, c'est que Melati, elle ne veut pas sauver le monde, elle veut sauver son île. C'est-à-dire, elle commence par son jardin. Et est-ce que ce n'est pas ça la solution? Que chacun commence au bout de son jardin à changer son comportement? Je ne sais pas. Je vous en donne peut-être pas une vraie leçon, et j'en suis désolée, mais tout ce qu'ils me disent, c'est qu'il faut qu'on gagne en humilité, et que ce qui compte le plus, c'est la relation avec la communauté. Donc c'est l'ultra-présence, c'est l'ultra-présence, et c'est l'immédiateté. Donc qu'est-ce que je fais aujourd'hui autour de moi? Donc on arrête les plans sur la comète, et on se retrousse les manches, et c'est effectivement, enfin c'est Voltaire, hein, c'est tout ça, mais c'est vraiment ce retour à son écosystème, et c'est là qu'on devient très grand. Nos personnages, ils sont tous immenses. Enfin, moi j'ai trouvé chez eux la sagesse ou l'intelligence que j'ai pu ressentir chez un Snowden. Et ils sont tous sollicités pour aller ailleurs, et tous me disent mais moi je partirai pas. Sans ma communauté, je suis personne, je suis rien. Ce qui compte, c'est le regard sur cette personne que j'ai aidée, c'est connaître le nouveau-né de machin. Et je crois que tout ça, tous ces liens entre nous, toute cette chair, en fait, cette chair des liens, on l'a perdue dans ce grand fantasme, justement, d'un monde global, où on était tous pareils, on allait dans les mêmes hôtels, qui seraient tous les mêmes partout. Voilà, toute cette folie-là, il y a un grand mot qui est l'acceptation. Tant qu'on ne sera pas dans l'acceptation de peut-être que ça, c'était pas la bonne idée, le reste va être compliqué, quoi. J'avais juste pour finir noté une phrase dans votre livre que j'ai trouvée très belle. Le décor est sombre, mais l'humain est beau. On pourrait finir sur ça? C'est vous qui avez ce mot-là. Merci beaucoup. Flore Vasseur. Merci à Gabriel et puis à Neil. Moi, j'avais une autre citation qui me revient. Alors, c'est à Annecy, c'est pas à Lyon. C'était François de Sales qui disait « Beaucoup de bien fait peu de bruit, et beaucoup de bruit fait peu de bien ». Ça vous va? Merci beaucoup.